Bonsoir. L'année dernière, les images de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris ont entraîné une émotion considérable en France et à l'étranger. Science Grand Format vous propose ce soir un documentaire exceptionnel qui retrace toute l'épopée de sa construction. À travers cette grande enquête, nous serons aux côtés des bâtisseurs d'hier et d'aujourd'hui pour comprendre les immenses défis architecturaux, humains et financiers qui se sont imposés tout au long de son histoire tourmentée. Il aura fallu 800 ans pour bâtir ce trésor de l'architecture gothique. C'est un gigantesque chantier urbain qui a traversé le temps grâce au génie des artisans et des architectes de l'époque qui ont dû relever des défis techniques vertigineux pour construire par exemple les gargouilles sur les arcs-boutants. Ce formidable système d'évacuation des eaux de pluie est encore à l'œuvre aujourd'hui. Notre-Dame a connu et va connaître encore de nombreuses périodes de travaux et de rénovation pour rester un chef-d'œuvre éternel. Notre-Dame, le secret des bâtisseurs, c'est un film inédit d'Emmanuel Blanchard, à découvrir tout de suite également sur notre site France.tv. Bonne soirée et vive la science en grand format. C'est la plus célèbre des cathédrales du monde. Majestueuse, téméraire, cette merveille de l'architecture gothique semblait défier l'éternité. Elle était pourtant si fragile. Une des choses que nous avons réalisées le 15 avril, c'est combien Notre-Dame était importante pour les gens partout dans le monde. Mais que sait-on de la construction de Notre-Dame de Paris? Cela peut paraître paradoxal, mais la plus célèbre des cathédrales est encore entourée de mystères. Comment les bâtisseurs du Moyen-Âge ont-ils accompli un tel prodige, quand la brouette n'existait pas et que les outils étaient aussi rudimentaires? Il faut se remettre dans la peau des hommes du Moyen-Âge. C'est une ambition démesurée. Quelles intuitions, quelles expérimentations ont donné naissance à ces innovations techniques révolutionnaires? Ils étaient à la pointe de la technologie. Ces arcs-boutants de 15 mètres d'envergure, ces rosaces immenses qui surpassaient alors tout ce qui existait. Les rosaces du transept sont ce qu'on peut imaginer de plus complexe en architecture. C'est une réinvention de l'architecture en pierre. Mais pour comprendre les secrets de Notre-Dame, il faut traverser avec elle 8 siècles d'épreuves. Si on avait laissé faire les choses, la cathédrale serait par terre. Que doivent les bâtisseurs à Victor Hugo? Chacun y a laissé la trace de son cœur. Il faut aussi rouvrir le dossier Viollet-le-Duc, qui a entrepris de gigantesques travaux au XIXe siècle. L'obsession de Viollet-le-Duc, c'est de retrouver, tel un archéologue, la logique de l'édifice. Archéologues, ingénieurs, architectes, historiens, les plus grands spécialistes ont analysé le bâtiment, l'ont comparé avec d'autres cathédrales, reproduit les gestes techniques des premiers bâtisseurs. Quels sont les problèmes d'un maçon, d'un tailleur de pierre, d'un carrier? On se met dans les mêmes pas que les bâtisseurs. Avec eux, nous percerons les secrets des bâtisseurs pour comprendre comment Notre-Dame est devenue la reine des cathédrales. Ces chantiers médiévaux sont comparables à la Silicon Valley aujourd'hui. C'est là qu'ont été développées toutes les innovations. L'incroyable histoire des bâtisseurs de Notre-Dame commence au milieu du XIIe siècle. Le royaume du Capétien Louis VII est alors faible et morcelé. Les cathédrales prestigieuses sont celles de Rouen, Sens, Chartres ou Reims, qui accueillent le Sacre des Rois. Avec ses 40 000 habitants, Paris n'est pas encore une capitale, et malgré son dynamisme économique, sa cathédrale a des dimensions modestes. Elle s'appelle encore Saint-Étienne. Jusqu'à la fin du XIIe siècle, Paris n'est
n'est qu'une des grandes villes de la monarchie capétienne. C'est une des principales, mais ce n'est qu'une des grandes villes. Paris ne pouvait pas rester sans rien faire et conserver la vieille cathédrale en l'état. Il fallait se rendre plus visible. C'est en 1160 que commence l'histoire de Notre-Dame. Les chanoines qui administrent le diocèse ont élu un nouvel évêque bâtisseur, Maurice de Sully. Il accède ainsi au trône épiscopal qu'on appelle la cathèdre et qui se trouve alors dans l'ancienne cathédrale Saint-Étienne. De ce personnage exceptionnel, on a peu de traces. Parmi les rares documents datant de cette époque, les Archives nationales de France conservent un trésor. Ce qui est intéressant, c'est que cet acte est encore scellé. C'est un des sceaux les mieux conservés de cette période. Et la légende donc précise son titre. C'est le sceau de Maurice, évêque de Paris. Maurice de Sully, c'est l'évêque de Paris entre 1160 et 1196, donc un épiscopat qui est vraiment très long, 36 années, et c'est lui qui a eu l'initiative de la reconstruction de la cathédrale. Donc c'est vraiment le personnage clé qui a rassemblé toutes les énergies pour mener à terme donc, ce chantier tout à fait hors pair. Quelles étaient ses motivations? Issu d'un milieu modeste, Maurice de Sully est un homme d'église, animé par la foi. Mais celui qui lance ce gigantesque chantier est aussi un homme de pouvoir. Si on envisage ce projet comme un geste politique visant à affirmer une identité, on comprend mieux les dimensions colossales de la cathédrale. Avec ses voûtes à 33 mètres de hauteur, les dimensions de Notre-Dame ne témoignent-elles pas de l'ambition démesurée de l'évêque de Paris? On a du mal à se rendre compte de ces proportions parce que quand on est à l'intérieur de l'édifice, l'objet nous paraît harmonieux et logique. Mais en réalité, c'est un édifice qui est absolument gigantesque. La longueur de la cathédrale est de 130 mètres. La nef fait la largeur d'un bus et verticalement, on peut mettre un avion de ligne debout dans la nef de Notre-Dame de Paris. Un projet d'une telle envergure ne pouvait pas être le fait d'un seul homme, fût-il évêque. L'une des rares dates établies avec certitude concerne la bénédiction de la première pierre au printemps 1163. Elle a eu lieu en présence de deux des hommes les plus puissants de la chrétienté, le pape Alexandre III et le roi Louis VII. Maurice de Sully semble avoir travaillé étroitement avec Louis VII. Il a impliqué le roi ainsi que le pape dans la cérémonie de la pose de la première pierre. Ce fut en quelque sorte la rencontre de l'Église et de l'État. Nous plaçons notre Église sous la protection de la Vierge, Mère du Christ. Elle sera la cathédrale Notre-Dame, Notre-Dame de Paris. Mais pourquoi avoir choisi le nom de Notre-Dame? Cela correspond à un essor du culte de la Vierge Marie. À partir du XIIe siècle, la Mère du Christ est devenue un personnage central de la liturgie, notamment à Paris. Donc c'est sur ce manuscrit, le livre des Serments, qui est un évangéliaire, que tout nouvel évêque et tout nouveau chanoine prêtait serment lors de son intronisation à Notre-Dame de Paris. C'est ce qui explique l'usure aussi, notamment de l'image de la Vierge à l'enfant qui trône ici. Notre-Dame, c'est la mère. La fonction de la Vierge Marie, c'est d'être accessible, compréhensive et d'être un intercesseur auprès de Dieu. C'est très important, car à l'époque, il n'y a pour ainsi dire pas de médecine, à l'exception des pratiques à base de plantes. L'intercession bienveillante de la Vierge semble particulièrement importante. La théologie ne commande pas seulement le choix du nom ou de la statuaire. Elle est omniprésente tout au long de la construction. Car la vie religieuse ne doit pas s'interrompre. Il faut assurer les offices, pas moins de 9 par jour. Pour cela, le temps du chantier, les bâtisseurs conserveront la partie occidentale de l'ancienne cathédrale Saint-Étienne.
dans cette architecture est sacré. La disposition du chœur, du transept, de la nef, dessine la forme d'une croix. Le chœur qui symbolise la tête du Christ et pour accueillir les premiers rayons du soleil, qui dans la religion catholique symbolise la résurrection du Christ. La première phase du chantier consiste donc à construire au plus vite le chœur, où pourront se dérouler les offices. Et d'abord, à creuser le sol de l'île de la Cité pour poser les fondations. L'objectif, c'est de faire en sorte que l'édifice ne s'enfonce pas dans le sol. Donc on va creuser jusqu'à trouver un sol qui est très compact. On peut supposer que ce sont les alluvions anciennes de la Seine qui sont à 9 mètres de profondeur sous les trottoirs actuels. Et donc très probablement, ils ont creusé sur la hauteur d'une maison d'un rez-de-chaussée plus 2 niveaux. Donc c'est vraiment un travail colossal à la pioche et au seau. Nous aurons fini les fondations du chœur avant l'automne. Prenez le temps qu'il faut. Le sol de notre île est fragile. Ces tranchées sont remplies de blocs grossièrement taillés et de cailloux, par centaines de tonnes, pour former les fondations qui supporteront tout le poids de l'édifice. Mais l'audace du projet peut-elle se résumer à l'ambition des hommes et de la ville qui l'ont initié ? La première chose à savoir pour comprendre le temps des cathédrales, c'est qu'entre 1000 et 1300, le climat s'est réchauffé. De même que nous avons des périodes glaciaires, nous avons des périodes chaudes. Dans ce cas, les récoltes sont plus abondantes et il y a plus d'argent. Cet enrichissement des Européens est une des raisons qui leur ont permis de construire des cathédrales. Sous l'effet de cette prospérité, les forêts se couvrent alors d'un blanc manteau d'église, selon la formule d'un moine du XIe siècle. Les abbayes cisterciennes, comme celle de Fontenay, avec ses voûtes en berceau et son style épuré qui invite à la méditation, font partie des chefs-d'œuvre de la première moitié du XIIe siècle. Pour désigner cette architecture, les historiens parlent d'art roman. Il obéit à des principes de construction simples et éprouvés. Ce sont les murs qui portent l'essentiel du poids de l'édifice. Ils sont donc épais, percés de fenêtres rares et étroites, et soutenus par des contreforts. Les réalisations pouvaient être spectaculaires. Aujourd'hui disparue, la puissante abbaye de Cluny, en Bourgogne, était celle de tous les records. Ses voûtes culminaient à 33 mètres de hauteur. Mais une révolution architecturale a commencé en Île-de-France. Dans les années 1140, l'abbé Suger a fait reconstruire le chœur de l'abbaye de Saint-Denis. Grâce à des innovations techniques, les murs ont été remplacés par de grandes baies vitrées qui correspondent à la pensée théologique de l'abbé Suger. La lumière qui rentre dans l'édifice est colorée par les vitraux, qui représentent des scènes religieuses, des personnages, etc. Et donc, ça permet d'avoir une notion des réalités supérieures de l'au-delà, du paradis et de Dieu. Il faut s'imaginer cette architecture spacieuse et pleine de lumière. Personne n'avait jamais vu ça auparavant. Maurice de Sully savait ce qu'il se passait autour de lui. Le projet de Maurice de Sully va profiter des savoir-faire développés en Île-de-France. Notre-Dame de Paris doit combiner, pour la première fois, toutes les innovations techniques qui définissent l'architecture gothique. L'arc brisé doit permettre d'élever les voûtes de la cathédrale plus haut que l'abbaye de Cluny. En faisant porter leur poids par les piliers, la croisée d'ogive permettra d'ouvrir les murs et d'y installer des grands vitraux comme à Saint-Denis. Quant à ces arcs-boutants, qui absorberont les poussées horizontales, ils doivent surpasser tout ce qui a été réalisé auparavant. Notre-Dame
intègre évidemment des éléments développés sur les chantiers antérieurs, mais elle dépasse tous ces chantiers précédents par son gigantisme. Et pour maintenir en équilibre une structure aussi élancée, eh bien, il faut perfectionner certaines techniques comme celle des arcs-boutants qui, à Notre-Dame, vont connaître un traitement tout à fait extraordinaire avec des arcs de plus de 15 mètres. On peut encore se rendre compte du caractère très, très téméraire de cette architecture actuellement. Comment les bâtisseurs du Moyen-Âge ont-ils accompli de tels exploits? À une époque où le transport des matériaux était extrêmement coûteux, ils pouvaient compter, à proximité du chantier, sur des carrières de calcaire. La pierre est d'excellente qualité et elle se trouve sous leurs pieds. Le gothique devait naître ici. Mais quelles sont les propriétés du calcaire qui en font un matériau si adapté à la construction de la cathédrale? En Île-de-France, on a un épais niveau de calcaire qui est accessible, mais en réalité, selon les différents niveaux de profondeur, on va avoir un calcaire de propriétés mécaniques différentes. Évidemment, on va aller chercher dans un endroit ou dans un autre, selon qu'on va vouloir construire les colonnes qui sont très très massives et qui portent de grosses charges, ou réaliser des sculptures très très fines à des fins décoratives. On estime qu'après une dizaine d'années de travaux, le chœur devait déjà dépasser les maisons environnantes. Le chantier ne charriait pas seulement des milliers de blocs de calcaire. Dans la construction des cathédrales de pierre, le bois était un matériau crucial. Le matériau le plus important, c'est d'abord le bois. Le bois de la charpente, le bois des coffrages, le bois des échafaudages, le bois des charrettes, le bois des outils. Le bois est partout. Mais le bois est un matériau fragile qui n'a pas résisté au siècle. Son emploi sur le chantier est source de nombreuses questions. Pour trouver des réponses, il faut se tourner vers le chantier de Guédelon en Bourgogne. Des passionnés d'architecture médiévale y construisent un château du XIIe siècle avec les techniques de l'époque. En mettant les artisans d'aujourd'hui face aux mêmes défis que ceux du Moyen-Âge, ce chantier d'archéologie expérimentale offre un éclairage très concret sur le travail des bâtisseurs. Dès le début de leurs travaux, il y a plus de 20 ans, ils ont constaté que le chantier nécessitait des quantités importantes de bois. Dans un premier temps, pour les échafaudages. On construit d'abord ces structures sur pied. Mais au-delà d'une certaine hauteur, il faut un système ingénieux qui permette d'accrocher les échafaudages au mur. À l'époque médiévale, les échafaudages sont en grande partie accrochés au mur et le rythme de l'installation de ce qu'on appelle les boulins, donc la pièce de bois qui va rentrer dans le mur et qui forme finalement une console sur laquelle on aura des patelages. Et cette installation va rythmer la construction des étapes successives du mur. Les trous qui accueillaient les boulins sont encore visibles sur les parois de Notre-Dame. Mais comment transporter les blocs de pierre à de telles hauteurs? Les bâtisseurs construisaient pour cela des machines de levage. Comment fonctionnaient-elles et quelles charges pouvaient-elles porter? À partir d'une miniature tirée d'une Bible du XIVe siècle, les équipes de Guédelon ont reconstitué une grue à 2 tambours, actionnée par 2 personnes. Cette cage à écureuil fonctionnant sur un pivot avec un bras de grue a une charge utile de 500 kg. C'est-à-dire que chaque levée permet de placer sur les murs à différentes hauteurs jusqu'à 18 mètres une demi-tonne par levée. Ça veut dire que 10 levées dans la journée rajoutent 5 tonnes quotidiennes de matériaux sur les murs.
Là, ce sont des données brutes sur des moyennes de chantier à partir de notre expérimentation. Les charges qu'il faut transporter en haut des murs, ce ne sont pas seulement des blocs de pierre, mais aussi du mortier, qui est utilisé dans des proportions considérables. Car cette sorte de ciment ne permet pas seulement de sceller les blocs des parois. Il en remplit l'intérieur, mêlé à des pierres grossièrement taillées. C'est ce matériau qu'on ne voit pas qui assure la cohésion des murs et leur a permis de résister au temps et aux catastrophes. Les morteliers de Guédelon ont ranimé ce savoir-faire fascinant. Car le mortier est un mélange subtil de sable, d'eau et de chaux. Il est indispensable au chantier, mais son utilisation se révèle très contraignante. Ces mortiers, notre expérience a montré que, on ne peut pas les utiliser par tous les temps. Ainsi, on ne va pas travailler en période de gel, puisque le mortier de chaux perdrait sa résistance mécanique. Il est très difficile de travailler par période sèche et même de canicule. On est obligé de couvrir les maçonneries, de rajouter de l'eau dans les mortiers. Donc le chantier médiéval, tel que l'expérimentation permet de l'approcher, suppose l'adaptation quasiment quotidienne au climat et à la météo. Ces contraintes ralentissaient le chantier. Pourtant, après une quinzaine d'années de travaux, les bâtisseurs ont élevé les parties basses du chœur sur 3 niveaux, qu'ils soutiennent par de lourds contreforts et des volets d'arc-boutants. Le niveau supérieur dépasse déjà 30 mètres, 10 mètres de plus qu'un immeuble haussmannien. Pourtant, les bâtisseurs n'étaient pas si nombreux sur le chantier, souvent quelques dizaines seulement. Ça fluctue au cours du temps, ça fluctue en fonction des saisons aussi, mais il ne faut pas imaginer le chantier comme un objet isolé. Il faut imaginer qu'il y a des gens qui travaillent en carrière, qu'il y a des gens qui travaillent dans les forêts. Donc il y a le chantier, et autour du chantier, on a un appareil industriel qui produit pour permettre la réalisation des travaux. La construction de Notre-Dame de Paris est d'abord un défi d'organisation. Pour assurer la bonne marche du chantier, Maurice de Sully et la cinquantaine de chanoines qui dirigent avec lui l'évêché créent une fabrique. Cet organisme ressemble aux structures de maîtrise d'ouvrage des grands chantiers actuels. Elle a en charge les finances, elle s'entoure d'experts techniques et de notaires pour gérer les contrats. Et d'abord, celui du maître d'œuvre qui est l'architecte de la cathédrale. Nous n'avons malheureusement aucune trace de ces documents pour Notre-Dame. Mais des comparaisons sont possibles avec ceux qui nous sont parvenus, comme le contrat du maître d'œuvre de la cathédrale de Meaux, fait en 1253. Dans les contrats, il est bien spécifié que le maître d'œuvre devra être loyal envers le maître d'ouvrage. Monseigneur. Ne pas accepter d'aller travailler ailleurs, ou de partir éventuellement avec les plans. S'il est malade, il ne sera pas payé. Au Moyen-Âge, on paie avec des sols, avec des sous, avec des livres tournois, etc. Mais on paie également avec énormément d'avantages en nature. Un logement, du bois de chauffage, des habits. On ne connaît pas l'identité des premiers maîtres d'œuvre de Notre-Dame. Mais ce qui est sûr, c'est que la révolution gothique n'a pas été l'œuvre des savants. Les innovations du gothique n'ont pas été faites par des intellectuels, mais par des travailleurs manuels. Le maître d'œuvre sur un chantier médiéval des XIIe et XIIIe siècles, c'est d'abord un super artisan. C'est un artisan qui a une expérience du coût des matériaux, des savoir-faire. Allez, on t'attend. Et de la transmission, savoir mener des hommes. Donc c'est avant tout un entrepreneur qui va entraîner avec lui une équipe. Comment fonctionnait ce chantier? Comment faire travailler ensemble les dizaines de métiers nécessaires à la construction de la cathédrale?
En réalité, chacun de ces métiers obéissait à des règles et à une organisation rigoureuse. Au sommet, on trouve un maître qui possède en général les coûteux outils. L'apprentissage était payant et durait plusieurs années, le temps de maîtriser les secrets du métier. On ne travaille pas de la même manière suivant la dureté de la pierre. Donc sur de la pierre dure, la première étape, c'est d'avoir les arêtes, faire des ciselures, réaliser les faces à la broche, et ensuite, on va gommer les rugosités des coups de broche par un layage. Donc pour le bloc simple, ça va être suivant sa taille, entre 1 et 2 jours de taille. Le monde des bâtisseurs est entouré de mystères. On l'a dit secret et fermé. Il a même suscité des spéculations ésotériques. Ça n'a jamais été une société ésotérique. Ce sont des gens en relation avec le quotidien, avec le civil, avec le profane, mais en relation avec le sacré, qu'est le chantier cathédral. Ce lien avec le sacré se lit dans les enluminures médiévales, qui représentent les bâtisseurs de cathédrales sur des grands chantiers bibliques, comme la tour de Babel, ou qui donnaient à la construction du temple de Jérusalem l'aspect d'une cathédrale gothique. Quant aux symboles gravés sur les blocs, ce sont en réalité des marques de tâcherons. Elles permettaient aux compagnons d'indiquer les blocs qu'ils avaient taillés et d'en percevoir la rémunération. Le monde des métiers était ouvert et la construction d'une cathédrale semble être le fruit d'un travail collectif où l'échange et l'expérimentation jouent un rôle fondamental. C'est un monde multigénérationnel où les jeunes apprennent des anciens qui ont de l'expérience. De nouvelles idées font leur apparition. La façon de construire se modifie au fur et à mesure. Ce devait être extrêmement stimulant. Mais quel était le prix d'une cathédrale? En l'absence des livres de comptes, comment évaluer le coût d'une construction qui s'est étalée sur un temps aussi long? Quelle valeur attribuer à des matériaux qui étaient sans doute la propriété de l'évêché? Et comment déterminer la rémunération d'ouvriers, en partie payés en nature? Par comparaison avec d'autres édifices mieux connus, les historiens avancent un coût total supérieur à 150 000 livres. Une somme colossale qu'il est impossible de convertir dans nos monnaies actuelles. Pour prendre la mesure de cette somme, il faut la comparer aux dons faits au chantier par l'un des hommes les plus riches de Paris, Maurice de Sully, qui a donné 100 livres. 100 livres par rapport à un coût total de 150 000 livres ou davantage encore. Donc vous voyez, ce ne sont pas les financements ponctuels qui nous sont connus par les archives, des dons des grands personnages, qui à eux seuls suffiraient à financer le chantier de construction. Mais l'évêché peut compter sur les revenus de ces terres du bassin parisien. Le diocèse de Paris, donc qui correspond au cœur de l'Île-de-France actuelle, est une région très très riche. Il y a un parc immobilier aussi considérable dans Paris. Jusqu'au début du XIIIe siècle, l'évêque revendique d'être propriétaire des terres entre la rue Saint-Denis jusqu'à la colline de Chaillot. C'est pratiquement le quart du Paris actuel, avec aussi évidemment des redevances, des rentrées financières considérables. Ces revenus fonciers n'étaient évidemment pas intégralement affectés à la cathédrale. D'autant plus que le chantier ne faisait pas l'unanimité parmi les chanoines. Veulent-ils vraiment rivaliser avec le Créateur? Ils seront damnés, ceux qui construisent des églises toujours plus hautes, car ils oublient que l'église est la maison du Christ. Les écrits du grand intellectuel Pierre Le Chantre, l'un des hommes les plus influents de l'évêché, témoignent de son hostilité à un projet dans lequel il ne voit que vanité. Il condamne en particulier les méthodes employées par Maurice de Sully pour collecter de l'argent auprès des fidèles. Car l'évêque ne se limitait pas à la traditionnelle vente de cierges. Maurice de Sully n'est pas opposé à utiliser
un stratagème pour obtenir plus de finances, et notamment, il émet des indulgences. Ce sont des documents contre rémunération qui accordent des remises de pénitence aux pêcheurs. Plutôt que d'être condamné à effectuer un pèlerinage à Rome ou à Saint-Jacques-de-Compostelle, eh bien, le pêcheur peut verser une somme d'argent. Peu importe la nature des péchés, l'évêque semblait prêt à tout accepter pour financer sa cathédrale. Il n'hésitait pas à délivrer des indulgences aux usuriers, suscitant débats et polémiques. D'un côté, il y a un évêque ambitieux qui comprend le rôle que la cathédrale peut jouer sur le plan de la représentation. De l'autre côté, il y a des gens qui disent « Le Christ était pauvre, bénis soient les pauvres, nous devrions donner tout ce que nous possédons ». Il y a toujours eu cette tension au sein de l'Église entre dépenser de l'argent pour des monuments magnifiques et la charité et la générosité. C'est une question complexe. Mais en considérant les dons au chantier, même les plus modestes, comme un acte de piété, Maurice de Sully n'a pas seulement contribué au financement de la cathédrale, il en a fait une œuvre collective. Si la cathédrale exerce une telle fascination sur la population, c'est que celle-ci s'y retrouve. Non pas que la population participait au chantier, mais en tout cas participait à son financement. Et c'est ça, à mon avis, qui fait aussi la grandeur de ces édifices. L'incendie du 15 avril 2019 a suscité près d'1 milliard d'euros de dons. Qu'ils soient spectaculaires ou modestes, ces dons ont renoué avec cette histoire, celle d'une œuvre collective. De ce point de vue, c'est bien plus qu'un chef-d'œuvre de charpenterie qui a brûlé le 15 avril. Ceux qui ont eu la chance de visiter la charpente se souviennent de l'odeur du bois et du craquement des passerelles qui en faisaient un lieu magique. Elle était surnommée la forêt, pour son millier de poutres, taillées dans un millier de chênes soigneusement sélectionnés dans les forêts du bassin parisien. C'est au tout début des années 1180 qu'une charpente a été posée au-dessus du chœur. L'opération a eu lieu avant la pose des voûtes, car elle servait à hisser leurs blocs de pierre. Cette forêt supporte les 1326 plaques de plomb destinées à protéger le bâtiment des intempéries. Les couvreurs font partie des ouvriers les mieux rémunérés, car c'est l'un des métiers les plus dangereux. La charpente sur laquelle ils travaillent est à plus de 40 mètres du sol. On les surnomme les chats. En 1182, après 20 ans de travaux, le chœur est consacré. Il faut imaginer une cloison provisoire en charpente et en plâtre qui isole donc le chœur. Et donc la vie religieuse peut se dérouler tout à fait normalement, tandis que le chantier se poursuit évidemment dans le transept et dans la nef. Le chantier entre alors dans une seconde phase. Elle correspond au règne exceptionnel du successeur de Louis VII. Proche de Maurice de Sully, Philippe Auguste est roi depuis 1180 et il a décidé de faire de Paris sa capitale. Le destin de Notre-Dame va en être bouleversé. Le roi lance la construction d'une enceinte fortifiée et du château du Louvre, redoutable forteresse à l'ouest des remparts. Sous son règne, la France va devenir la première puissance européenne et la population de Paris va doubler. La ville de Paris prend donc conscience d'elle-même. Les murailles sont importantes à cet égard, la cathédrale aussi, tout comme le palais du roi et l'abbaye du Temple, où sont conservés les registres financiers. La concentration de toutes ces institutions contribue à faire naître l'idée que le centre est ici. C'est apparu à cette époque et c'est toujours le cas maintenant. À cette époque, il y avait une importante école ecclésiastique qui a rejoint plus tard l'université. Les gens venaient de partout. Nous savons qu'il y avait des étudiants allemands, espagnols, anglais. En ce temps-là, Paris était pour ainsi dire le nombril du monde. Dans l'élan du règne de Philippe Auguste,
les bâtisseurs ont posé les voûtes à 33 mètres de hauteur, comme à l'abbaye de Cluny. Là, on a vraiment un des mystères de la construction des cathédrales, parce que c'est probablement l'opération la plus complexe. D'abord parce qu'elles sont très hautes, et donc il faut travailler en hauteur. Et puis, elles viennent épouser la forme d'un coffrage qu'aujourd'hui on a perdu. On est malgré tout en mesure de reconstituer les grandes étapes de la pose des voûtes. Au sommet des piliers, on installe des cintres en bois, sur lesquels les maçons montent un à un les blocs de pierre. Ils sont taillés pour s'adapter à la pièce la plus complexe, la clé de voûte, qui doit assurer la cohésion de l'ensemble. Dans un second temps, ils posent les blocs qui ferment la voûte. Mais la virtuosité des voûtes de Notre-Dame ne doit pas faire oublier leur fonction première, protéger la cathédrale contre les redoutables incendies de charpente. Le 15 avril 2019, elles ont été mises à rude épreuve. Lorsque la flèche s'est effondrée et est tombée dans la voûte, il l'a crevée, elle a continué de brûler au pied de 2 piliers de la nef. Et la première chose que j'ai vue quand je suis rentré, c'est ça. Et j'ai immédiatement fait fréter ces piliers-là parce que c'était comme un sucre dans une soucoupe avec une goutte d'eau. Vous aviez le pilier qui aurait très bien pu lâcher, s'écraser. Et à ce moment-là, vous aviez toute la façade qui tombait, la voûte qui s'effondrait avec, les arcs-boutants qui poussaient et on avait le château de cartes qui se refermait dessus. Tout ça parce que le feu était tombé dans les maçonneries. La croisée du transept, avec ses 18 mètres d'envergure, était la plus grande des voûtes. Si elle n'a pas résisté à la chute de la flèche, les vieilles voûtes de Notre-Dame ont tenu bon et protégé l'édifice. Et là, ça démontre que les architectes du Moyen-Âge, quand ils ont dit « il faut qu'on protège la cathédrale de l'incendie de la charpente par des voûtes », avaient raison. À la fin du XIIe siècle, le transept est sans doute terminé. Maurice de Sully, le fondateur de la cathédrale, meurt en 1196, après avoir dirigé le chantier pendant plus de 30 ans. Dans l'esprit des gens de cette époque-là, je pense que personne n'imaginait voir la fin d'un chantier dont il aurait vu le commencement. Le successeur de Sully continue le chantier. Les bâtisseurs prolongent le transept par une nef grandiose, avec, comme pour le chœur, ses arcs-boutants, sa charpente coiffée de plomb et ses voûtes. Et ils élèvent enfin l'imposante façade avec ses 3 portails monumentaux ornés de centaines de sculptures. Les portails relient l'intérieur et l'extérieur de la cathédrale. Ils sont le symbole du passage de la vie terrestre à l'au-delà, à la vie céleste. C'est la fonction de l'Église que de faire le lien entre le ciel et la terre. On a utilisé parfois l'expression de Bible de pierre pour caractériser ces grands ensembles de portails avec des thématiques en rapport avec le Christ, la Vierge ou des saints. Cela remonte au pape Grégoire le Grand, à la fin du VIe siècle, qui a encouragé justement le décor figuré à destination d'un public illettré, qui n'avait pas accès évidemment au texte des évangiles et de la Bible. Dans la conception des portails, il fallait une étroite coopération entre les artistes, c'est-à-dire les sculpteurs, et les intellectuels, à savoir les religieux. Car ce sont les religieux qui déterminent le décor qui doit être réalisé sur le portail. Cela devait faire l'objet de discussions du type « Non, déplaçons le Christ un peu plus vers le haut, pour qu'il soit plus en harmonie avec Marie ». Ce genre de choses. Cela vous paraît faisable ? Au XIIIe siècle, la sculpture parisienne gagne en finesse. Les drapés sont plus délicats et les expressions de plus en plus vivantes. Au Moyen-Âge, on ne parle pas de sculpteurs, encore moins d'artistes, mais d'imagiers. Sur le portail central, consacré au jugement dernier, on voit que leur talent s'épanouit davantage dans les figures tourmentées des enfers.
Sur les représentations du jugement dernier, ce sont toujours les méchants, l'enfer et les suppliciés qui sont les plus intéressants, tandis que les bons sont plutôt ennuyeux, précisément parce qu'ils n'ont rien de particulier. Ils sont purifiés du mal, qui est justement l'individualité. C'est pour cette raison qu'on préfère regarder les méchants, qui sont condamnés à l'enfer. Mais en ce début du XIIIe siècle, la prouesse des imagiers, ce sont 28 statues de rois de plus de 3 mètres. Ces colosses témoignent d'une maîtrise des codes de la perspective bien avant sa théorisation à la Renaissance. Ces statues étaient placées dans une galerie à 13 mètres de hauteur. Les sculpteurs du Moyen-Âge leur ont fait des corps plus longs que nature et des têtes plus grosses. Vues du sol, les statues retrouvaient leur juste proportion. Je n'appellerais pas ça la perspective au sens technique du terme, mais plutôt la maîtrise empirique de l'apparence des objets vus d'un certain angle. Avec les statues de rois de la galerie, on est à une douzaine de mètres de hauteur. Et il faut bien se rappeler que les visiteurs, les fidèles au Moyen-Âge, n'avaient pas la possibilité d'avoir un grand recul par rapport à la façade. Le parvis était très très étroit, 35 mètres de profondeur seulement. Et donc on ne pouvait observer les statues qu'en étant très près des portails. Les statues de rois qui ornent actuellement la façade ont été dessinées par Viollet-le-Duc au XIXe siècle. Mais les vestiges des originaux sont conservés au musée de Cluny. Que représentaient exactement ces statues? Les rois capétiens? Les rois de l'Ancien Testament? Les historiens sont partagés. En revanche, l'analyse de ces statues a permis une découverte majeure. L'étude des têtes des rois a été accompagnée d'une opération de restauration qui a permis de voir qu'il y avait des restes de polychromie sur ces sculptures, en particulier perceptibles dans les bouches. Il y a certaines têtes qui ont encore des carnations. Certains rois ont encore un regard. Les pupilles n'étaient pas sculptées, mais indiquées par de la polychromie, et certaines sont encore préservées. Nous avions déjà analysé la façade ouest et nous avons trouvé de la couleur partout. Ça veut dire que la cathédrale devait être multicolore. Nous nous sommes ensuite rendus compte qu'il y avait plusieurs couches de couleurs. Cela signifie qu'elle n'a pas été peinte une seule fois, mais qu'elle a été constamment repeinte, et certainement de façon différente. Pour nous qui sommes habitués aux teintes gris clair de Notre-Dame, il nous faut imaginer que durant tout le Moyen-Âge, ces façades étaient couvertes de peintures colorées et même d'or. On a la preuve que ces couleurs étaient très vives. Rouge vif, jaune vif, vert vif. Cela aurait été sans doute assez choquant pour nous qui sommes habitués à un aspect très monochrome. Je pense que si nous pouvions remonter le temps et voir Notre-Dame au XIIIe siècle, nous nous serions probablement dit « c'est trop coloré ». La disparition des peintures et des enduits nous rappelle les épreuves traversées par le monument et par ses bâtisseurs. Un chantier de l'ampleur de celui d'une cathédrale est soumis à quantité d'aléas. Les chantiers s'interrompent l'hiver en raison des grands froids, du gel qui menace évidemment les maçonneries avant le séchage des mortiers. La Seine est régulièrement en crue, ce qui peut paralyser complètement les abords de la cathédrale. La Seine n'était pas endiguée et les chroniques du Moyen-Âge mentionnent des crues fréquentes et catastrophiques qui ralentissaient le rythme de la construction.
La construction des cathédrales est un véritable triomphe sur l'adversité. À la fin des années 1220, après 60 ans de travaux, il ne restait plus que les tours à construire. Pourtant, alors qu'ils étaient si près du but, les bâtisseurs se sont lancés dans de gigantesques travaux de transformation. Pour quelles raisons? La première est certainement liée à l'eau de pluie. Jusqu'alors, donc, il n'y avait pas de gouttière ou de processus de récupération des eaux de pluie. L'eau, ça a toujours été l'ennemi numéro 1 des architectes. L'eau pèse sur les flancs de la cathédrale, s'infiltre dans la pierre, la ronge et en gelant, la fait casser. Sur un édifice de la taille de Notre-Dame de Paris, ces questions changent d'échelle. Pour une averse moyenne, c'est à chaque fois 23 000 litres d'eau qu'il faudrait pouvoir évacuer. Les architectes de Notre-Dame de Paris ont cette idée de génie, c'est de se servir de la partie supérieure des arcs-boutants pour s'en servir comme rigole. Creuser le sommet des arcs-boutants, l'idée est effectivement géniale et inédite. Il fallait ensuite les relier à un vaste réseau de collecte des eaux, avec à leur extrémité des gargouilles qui recrachent l'eau à distance des murs. Ce système d'évacuation performant, restauré par Viollet-le-Duc et entretenu depuis, est encore à l'œuvre aujourd'hui. Mais sa mise en place à partir du milieu des années 1220 a demandé des travaux titanesques. Elle s'accompagne de transformations spectaculaires. Les bâtisseurs déposent la toiture et rehaussent les murs de 2 mètres. Ils transforment les petits toits des terrasses et remanient les arcs-boutants. La charpente est intégralement remontée. 1200 tonnes de bois et de plomb qu'ils couronnent d'une flèche. Dans cette nouvelle phase, ils transforment les petites fenêtres en verrières élancées, réalisant une prouesse technique et prenant une longueur d'avance sur les autres cathédrales en construction. Cela démontre que les bâtisseurs ont modernisé Notre-Dame pendant la construction. Ils n'arrêtaient pas de changer d'avis. Ils n'avaient pas l'idée qu'ils travaillaient selon une vieille tradition. Ils étaient à la pointe de la technologie. À la fin des années 1230, les bâtisseurs élèvent les 2 tours à 69 mètres du sol. Mais les tours que l'on connaît correspondent-elles au projet initial? Rien n'est moins sûr. En effet, la trace d'un incident à la base des tours a été découverte par Andrew Talon et Danny Sandron. On s'est rendu compte qu'une fois le premier niveau de la façade occidentale de Notre-Dame construit, le niveau des portails, ce sont plusieurs dizaines de milliers de tonnes de pierres assemblées, eh bien, il y a eu une légère bascule de ce premier niveau vers l'avant. Cette inclinaison de 30 cm vers l'extérieur est visible à l'œil nu depuis les abords de Notre-Dame. Mais comment les bâtisseurs ont-ils réagi en voyant la façade penchée vers l'avant? Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas faire grand-chose d'autre que d'attendre de voir comment cette façade va se comporter dans le temps. On peut imaginer une sorte d'angoisse qui a saisi l'architecte et ses collaborateurs en se demandant si on allait pouvoir continuer le chantier. Et puis, probablement, le sol se tasse, la façade arrête de bouger, et là, on va pouvoir construire des parties hautes. Donc, les niveaux supérieurs sont redressés, et par chance, le sol avait bien et bien été stabilisé. Mais cet incident a certainement obligé les bâtisseurs à construire des tours plus modestes que ce qu'ils avaient prévu initialement. Aurait-elle été couronnée de flèches, comme l'a supposé Eugène Viollet-le-Duc au XIXe siècle? Après 70 ans de travaux, au milieu du XIIIe siècle, la cathédrale est terminée. Mais comment les Parisiens percevaient-ils ce bâtiment hors norme?
Je pense qu'il faut se remettre dans la peau des hommes du Moyen-Âge qui pouvaient apercevoir la cathédrale qui émergeait du paysage urbain et qui la perdaient de vue lorsqu'ils se retrouvaient dans la ville pour la redécouvrir simplement à quelques dizaines de mètres seulement où surgissait depuis le fond d'un parvis très très réduit cette masse énorme de la façade. Mais une cathédrale, ce n'est pas seulement quelque chose qu'on voit, on l'entend. Les tours accueillaient les lourdes cloches en bronze. Celles du Moyen-Âge pesaient déjà 500 kilos. Elles seront rejointes au fil des siècles par d'énormes bourdons comme Emmanuel, qui atteint 13 tonnes. Comment la structure en pierre pouvait-elle résister au poids de ces colosses de bronze? Les maîtres d'œuvre ont eu l'idée de les suspendre à un beffroi, sorte de tour en bois à l'intérieur des tours en pierre. Lorsque les cloches vont se mettre à osciller, eh bien à ce moment-là, c'est cette charpente en bois qui est plus souple, qui va pouvoir encaisser les déformations, de manière à éviter que les parties hautes des tours subissent des vibrations et des dégradations. Au Moyen-Âge, c'est l'Église qui est maître du temps. Les cloches rythmaient la vie des Parisiens. Elles sonnaient l'heure du lever, la fin du travail, elles prévenaient du danger et sonnaient les fêtes. Il y a des exemples qui sont très étonnants pour nous. À l'occasion de la naissance d'un héritier au trône de France, eh bien, les cloches peuvent être sonnées sans interruption pendant 3 jours et 3 nuits. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dormir dans Paris pendant cette durée-là, et les gens font la fête, évidemment. Si dans les années 1240, la cathédrale a la silhouette que nous lui connaissons, le chantier est pourtant loin d'être terminé, car la pionnière va être mise au défi par d'autres édifices plus récents. En 70 ans, Notre-Dame a suscité une vague de construction sans précédent. À l'époque, on ne parle pas de gothique, mais d'opus francigenum, l'œuvre d'Île-de-France. Car c'est bien de là qu'il s'est répandu dans le royaume, et au-delà, dans toute l'Europe. On retrouve cette architecture gothique française d'Uppsala en Suède jusqu'à l'ouest du Portugal ou à Chypre. Je pense que ce succès s'explique par le fait que le gothique permet de réaliser des édifices de grande dimension, avec une lumière magnifique à l'intérieur. C'est vraiment l'apogée de la culture médiévale de cette époque. Ce qui a littéralement fasciné les gens qui vivaient à l'Est, notamment en Allemagne, c'est cette maîtrise technique. Qu'on puisse sculpter des pierres avec autant de précision. Ils ne savaient certes pas calculer les forces, mais ils savaient faire en sorte que ça tienne debout. Le succès du gothique est celui des bâtisseurs français, mais aussi de leur mode de vie qui place le voyage au cœur du métier. Cette itinérance est documentée par le carnet prodigieux du maître d'œuvre Villard de Honnecourt. Au milieu du XIIIe siècle, il voyage jusqu'en Hongrie. Partout, il dresse des plans, dessine les arcs-boutants de la cathédrale de Reims ou les bœufs de celle de Laon. Ces gens voyageaient énormément. Une innovation technique apparaissait dans une église en France et 10 ans plus tard, on la retrouvait en Angleterre. Le voyage dans le monde cathédral, sur des métiers très très spécialisés, est le seul vecteur pour maîtriser, au sens étymologique du terme, la technicité, la complexité du métier. Depuis le début du chantier de Notre-Dame, les techniques de construction n'ont cessé de se perfectionner. Le métal occupe maintenant une place de plus en plus centrale. Et il va à son tour ouvrir de nouvelles perspectives aux bâtisseurs. La coexistence de la maçonnerie et du métal, finalement, elle est assez ancestrale. Maintenant, on sait qu'à partir de cette époque, l'usage du métal est systématique, le métal est incorporé dans la maçonnerie. Il était déjà présent à Notre-Dame de Paris sous la forme d'agrafes de fer pour renforcer les parties hautes du chœur. Et dans les fenêtres où il maintenait les éléments en pierre. Mais c'est dans une autre église qu'il va donner toute sa mesure,
grâce à un système de chaînage permettant de transformer les murs en immenses verrières. Terminée en 1248, au cœur de l'île de la Cité, la Sainte-Chapelle est l'acte de naissance du gothique rayonnant. Elle était destinée à accueillir les reliques de la couronne que le Christ aurait portée au moment de la crucifixion. Le roi Saint-Louis, qui accède au trône en 1226, l'avait rapportée à Paris. C'était la plus précieuse et la plus chère de toutes les reliques. Dans ce monde des cathédrales où la rivalité est un moteur décisif, la Sainte-Chapelle met au défi l'évêché de Paris. En comparaison, Notre-Dame paraissait certainement bien sombre. Au milieu du XIIIe siècle, les grands travaux ont donc une fois encore recommencé. Le projet, agrandir le transept et transformer les fenêtres de ces deux façades en gigantesques roses de 13 mètres de diamètre. Sur le plan architectural, on était entré dans une nouvelle ère. Les rosaces du transept de Notre-Dame sont ce qu'on peut imaginer de plus complexe en architecture. Qui en fut l'architecte? Comment a-t-il procédé? La façade du transept sud nous livre un indice précieux. À sa base, on trouve une des rares inscriptions mentionnant le nom d'un maître d'œuvre. L'an du Seigneur 1257, le 12 février, ceci fut commencé en l'honneur de la mère du Christ par maître Jean de Chelles, de son vivant maçon. Sur la foi de cette inscription, les historiens ont longtemps attribué à Jean de Chelles la façade nord et le début de la façade sud, jusqu'à sa mort en 1257. Il n'y a aucune source, aucune description. Tout ce qu'on sait des façades de Notre-Dame de Paris, ce sont les façades elles-mêmes. Les équipes de Stefan Albrecht ont récemment réalisé des relevés et des scans sur les façades du transept. Après beaucoup de travail, on a pu établir les plans exacts des façades. Nous nous sommes alors demandé ce qu'on pouvait en déduire. Et en tâtonnant, nous avons tout simplement superposé les deux plans des façades pour découvrir, à notre grande surprise, que les deux plans étaient parfaitement identiques. Si les façades sont identiques, c'est qu'elles ont été construites à partir d'un seul et même plan, révélé par les travaux de Stefan Albrecht. Jean de Chelles en fut sans doute le concepteur, d'autres maîtres d'œuvre en ayant assuré la réalisation après sa mort. Si on analyse le transept dans son ensemble, il est clair que les deux façades doivent dater de la même époque. C'est-à-dire que deux ateliers différents travaillaient simultanément. Deux ateliers travaillant en parallèle à partir d'un même plan. En ce milieu du XIIIe siècle, l'organisation du chantier est devenue plus élaborée et ses réalisations sont de plus en plus virtuoses. Le chantier de Notre-Dame est le théâtre d'une transition majeure. On atteint alors un niveau de conception où la pierre est utilisée d'une manière nouvelle. Elle n'est plus posée horizontalement, elle devient une sorte de dentelle, un peu comme une toile d'araignée. Cette profession est devenue très sophistiquée. On s'intéresse davantage à la géométrie. On utilise des instruments comme le compas pour produire de nouvelles idées architecturales. Au XIIIe siècle, on ne parle toujours pas d'architecte. Mais cette nouvelle génération de maîtres d'œuvre commence à se rapprocher du monde des savants. L'utilisation de la géométrie leur permet aussi d'accélérer la construction, car la complexité de cette rosace, avec ses fines nervures de 20 cm de diamètre, est apparente. Son dessin répète par symétrie les mêmes éléments, et donc les mêmes blocs de pierre. Le remplage, cette armature de pierre, est maintenue par des éléments métalliques. On peut voir par transparence des cerclages de fer autour des 80 médaillons. Parallèlement aux forgerons, les métiers du verre se sont mis au travail. Chacune des roses
représente 180 mètres carrés de surface à recouvrir. C'est un chantier dans le chantier. Les verreries produisent des cives, ces disques de verre colorés. Dans leurs ateliers, les peintres verriers découpent les carreaux qu'ils assembleront sur un dessin à taille réelle. Les carreaux sont peints à la grisaille. Ils sont maintenus entre eux par des baguettes de plomb. Ces panneaux semblent fragiles. Ceux de la Rose Nord ont pourtant résisté au vent, aux variations de température et même à l'incendie de 2019. Vers 1270, le transept est terminé. Ces roses sont 4 fois plus grandes que les immenses fenêtres de la Sainte-Chapelle. Elles sont alors les plus grandes de la chrétienté. La cathédrale devait évoquer la Jérusalem céleste. Elle devait suggérer de manière presque sensuelle ce à quoi pouvait ressembler ce temps après la vie matérielle, corporelle et terrestre. Imaginez les paysans qui venaient pour l'office. Ils devaient penser qu'il s'agissait d'un miracle. Comment aurait-on pu construire quelque chose d'aussi grand et d'aussi beau ? Quand on entre à l'intérieur, on ressent la grandeur du monde. La lumière qui passe à travers la fenêtre permet de percevoir le monde immatériel qui se trouve derrière. C'est d'une profondeur extraordinaire. À la fin du XIIIe siècle, des chapelles sont construites jusqu'au contrefort. Un peu plus d'un siècle après le début du chantier, la construction est terminée. Les travaux postérieurs seront des aménagements, car la cathédrale continue d'être embellie. Parmi les chefs-d'œuvre, les somptueux panneaux en pierre qui ferment le chœur. Mais progressivement, le goût change. La Renaissance, qui commence à partir du XVe siècle, se détourne de l'art médiéval. Les nouveaux chefs-d'œuvre des bâtisseurs sont les châteaux de la Loire. C'est d'ailleurs à cette époque que l'architecture de Notre-Dame commence à être désignée de façon méprisante par le terme gothique. Il apparaît sous la plume du célèbre artiste et théoricien de la Renaissance italienne, Giorgio Vasari. Vasari, qui s'est formé à l'architecture antique, considérait le gothique comme une architecture mal proportionnée, barbare, non civilisée. La disgrâce de l'architecture médiévale est le début d'une longue pause dans la construction. Dès lors, comment expliquer le destin de Notre-Dame? Pour le comprendre, il faut s'intéresser à d'autres bâtisseurs, des rois, les Parisiens et un poète. Car Notre-Dame est depuis le XIIIe siècle le théâtre de grandes cérémonies et de processions qui rassemblent la capitale tout entière. Progressivement, elle va devenir une sorte de sanctuaire national, car les liens avec la monarchie ne cessent de se resserrer. C'est avant tout un lieu où on va, parce qu'il est vaste, parce qu'il peut accueillir des foules, c'est un lieu où on va faire de la communication politique, et le roi y compris. Le roi Philippe le Bel y a réuni les premiers états généraux en 1302. Une statue à son effigie, en armes, était présente dans la nef de la cathédrale jusqu'à la Révolution. Prenant acte du rôle grandissant de la cathédrale, l'évêché de Paris est élevé au rang d'archevêché en 1622. Mais l'étape décisive a lieu quelques années plus tard. Elle est immortalisée par le groupe de statues en marbre qui ornent le maître-autel. Le roi Louis XIII, n'arrivant pas à avoir d'enfant, fit la promesse de consacrer son royaume à la Vierge si elle lui donnait un héritier. Son vœu se réalise en 1638
avec la naissance de Louis Dieudonné, futur Louis XIV. Ce vœu fait de Notre-Dame la protectrice du royaume, du territoire, et donc la capitale symbolique, la capitale politique du Moyen-Âge devient véritablement la capitale religieuse de tout un pays, ce qui ne va pas cesser de se renforcer avec le temps et dans les siècles qui suivent. Notre-Dame devient alors la cathédrale du royaume. Son grand orgue, sans cesse perfectionné depuis 1400, joue le Te Deum en l'honneur des armées victorieuses. On exposait même dans la nef les drapeaux pris aux troupes ennemies. À côté des mets, ces grands tableaux offerts par la Corporation des Orfèvres. La Révolution a d'abord confirmé le nouveau statut de Notre-Dame. Dès 1789, des messes organisées dans la cathédrale en accompagnent même les grandes étapes. Mais en 1793, un décret ordonne la suppression des symboles religieux et royaux. Pour une cathédrale aussi liée à la monarchie, c'est une épreuve. La destruction des statues sur la façade de Notre-Dame en 1793 répond à une politique, des décrets qui visent à enlever tous les symboles monarchiques et féodaux et religieux des édifices publics. Ces destructions n'étaient ni aveugles, ni spontanées. Les archives nationales en conservent les documents, décrets, devis et rapports. Le programme est précis et détaillé, et chaque coup de masse a été chiffré par un entrepreneur nommé Varin. Varin précise même qu'il a fallu réparer le pavé qui a été enfoncé par la chute des statues. Donc tout ça est fait aux frais du gouvernement de façon assez raisonnée. Exécution! Les statues de la Galerie des Rois sont décapitées. Tout comme celles des rois mages ou le Saint-Marcel du Trumeau. En tout, des centaines de statues subissent des mutilations. Sur les vitraux, l'entrepreneur Varin a fait disparaître fleurs de lys et couronnes sous de la peinture noire. Comment expliquer que les statues du vœu de Louis XIII aient été épargnées? C'est qu'en réalité, la Révolution a principalement préservé les œuvres d'art, y compris religieuses, auxquelles elle attribuait une valeur artistique ou historique. Dès 1790, ces œuvres ont été transférées dans des dépôts révolutionnaires qui ont donné naissance, 5 ans plus tard, au Musée des Monuments Français, l'un des tout premiers musées de France. Quant aux vestiges des rois décapités, ils sont restés pendant 2 ans sur le parvis, qui s'est rapidement transformé en décharge. En 1795, c'est donc pour des raisons de salubrité publique que les autorités mettent aux enchères la statuaire en morceaux. Elle va être utilisée comme remblai pour la construction d'un hôtel particulier, rue de la Chaussée-d'Antin à Paris. Les blocs informes ont bien servi à la construction, mais les têtes des rois ont eu un traitement particulier. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Les têtes des rois et les parties provenant des portails qui conservaient des formes sculptées ont été inhumées dans une fosse particulière. Est-ce que c'est un geste royaliste? Peut-être, mais enfin, il faut rester prudent. Moi, je pense que c'est un geste globalement de piété. Le secret fut en tout cas bien gardé, puisqu'on a perdu la trace de ces statues pendant près de 2 siècles. Et c'est par un pur hasard qu'elles ont réapparu en 1977. C'est en effectuant des travaux dans les sous-sols de la Banque française du commerce extérieur que des ouvriers ont eu la surprise de mettre à jour ce trésor archéologique. Ces statues datent, je vous le rappelle, du XIIIe siècle. Elles sont cassées, mais reconstituables. Rapidement identifiées, les têtes des rois ont été confiées au musée de Cluny à Paris. Si les destructions de Notre-Dame de Paris ont été si encadrées, c'est que la cathédrale était destinée à être rebaptisée Temple de la Raison.
elle devait accueillir les cérémonies d'une nouvelle religion révolutionnaire. Malgré l'échec de ce nouveau culte, malgré les destructions, Notre-Dame commence à devenir un symbole incontournable de la nation. Quelques années plus tard, pour son sacre célébré en 1804, Napoléon ne choisit pas la cathédrale de Reims, où les rois se faisaient couronner, mais la cathédrale de Paris. Napoléon crée une nouvelle dynastie et il crée donc un nouveau sanctuaire. Et ce sanctuaire, ça tombe bien, est un sanctuaire urbain, civique, populaire. La célèbre peinture de David donne à voir une cathédrale resplendissante. On sait pourtant qu'il a fallu dissimuler sous des tentures les destructions de la Révolution et l'usure du temps. Au début du XIXe siècle, Notre-Dame est en réalité en mauvais état. La chute de Napoléon et le retour des rois plongent de nouveau la cathédrale dans l'ombre. Alors, comment Notre-Dame est-elle devenue, durablement, ce monument national, pour ne pas dire universel? La cathédrale le doit à un poète, Victor Hugo. En 1831, il publie un roman destiné à une postérité inimaginable, Notre-Dame de Paris. C'est vraiment Victor Hugo qui lui a donné une forme de personnalité, qui en a fait un personnage. Elle est au centre de son roman et elle est ce monument gigantesque, pensif, mystérieux, complexe. Le célèbre roman plonge les lecteurs de la monarchie de Juillet dans le Paris du Moyen-Âge, aux côtés de la belle Esmeralda et du bossu Quasimodo. C'est un Paris de foule, de populace, de petites gens, de petits marchands, de petites échoppes. C'est un Moyen-Âge légendaire, qui mélange un peu tout et qui est déjà ce Moyen-Âge romantique. Le roman est un véritable best-seller. Il transforme le regard des Parisiens sur leur cathédrale. C'est assez marrant de voir qu'il a fallu un roman pour que tout d'un coup on prenne conscience de la valeur de quelque chose qu'on a sous les yeux depuis, à l'époque, 700 ans. Si Victor Hugo n'avait pas alerté sur la cathédrale, si on avait laissé faire les choses, la cathédrale serait par terre. Le mauvais état de la cathédrale s'explique aussi par la disgrâce dans laquelle est tombée l'architecture gothique depuis la Renaissance. Le goût général, le goût ambiant ne porte pas en faveur du Moyen-Âge. On aime les formes simples, épurées, les volumes euclidiens. Victor Hugo a dit à propos de l'église de la Madeleine, « Cette architecture classique, ce n'est pas notre architecture. C'est gréco-romain. L'architecture nationale française, c'est le gothique. C'est Notre-Dame de Paris. » Au début du XIXe siècle, le gothique se charge d'une nouvelle signification. Il devient le synonyme d'une forme de génie français, d'un art national. Le pouvoir en quête de symboles pour asseoir sa légitimité y voit une opportunité. C'est exactement le jeu du XIXe siècle. Après la béance révolutionnaire, après l'expérience impériale, trouver une sorte de mélange et d'équilibre entre les élites et le peuple. Et Notre-Dame fait partie, très clairement, des lieux qui sont à la fois et populaires et prestigieux. Donc il y a tout intérêt à lancer un coup médiatique en faveur de la restauration de Notre-Dame. Le projet de restauration trouve naturellement sa place dans la politique de sauvegarde du patrimoine. Elle est animée par Prosper Mérimée, qui est depuis 1834 à la tête de la toute nouvelle administration des monuments historiques. Cette grande restauration a profondément transformé l'édifice, faisant dire à certains que Notre-Dame de Paris était devenue une cathédrale du XIXe siècle. Un nom lui est attaché, celui d'Eugène Viollet-le-Duc. Qui était cet autodidacte, ce dessinateur de génie passionné d'architecture médiévale? Comment travaillait cet architecte atypique et controversé? En 1843, quand commence le chantier, il n'a que 30 ans et peu d'expérience. Il n'était d'ailleurs pas seul. Le chantier a été confié à un duo d'architectes. Et d'abord, à Jean-Baptiste Lassus, qui a à son actif plusieurs restaurations, dont celle de la Sainte-Chapelle.
Au début, il est clair que le véritable chef du chantier, c'est Lassus. Il est plus âgé, c'est lui qui a lancé l'opération. C'est un très bon architecte, mais il est certain qu'il n'a pas l'aisance, la facilité, le brillant de Viollet-le-Duc. Mais comment restaurer Notre-Dame? Selon quels principes? Avec quelles limites? Les deux architectes ont dû répondre à ces questions à une époque où tout était à inventer. C'était nouveau, c'était une discipline tout à fait nouvelle à l'époque. Un monument, jusqu'à l'époque de Viollet-le-Duc, on ne le restaurait pas, on le réparait. Et donc, quand on avait besoin de faire une chapelle, eh bien, on la faisait dans le style de l'époque. C'est comme ça qu'on a eu des cathédrales avec des chapelles du XIVe, avec des petites sacristies du XVIIIe, ou alors des choses de la Renaissance. Tout ça, ça fabriquait un monument, on va dire, hétérogène. Les principes énoncés par Viollet-le-Duc et Lassus sont simples. Il s'agit pour eux de retrouver le bâtiment médiéval en mobilisant toutes les connaissances disponibles. Les deux architectes sont extrêmement prudents au départ. Ils ne veulent pas faire des restitutions à la légère. Ce qui est proposé, c'est d'en faire le moins possible. Dans la première phase du chantier, les architectes se contentent de renforcer les parties fragiles et reconstruisent l'un après l'autre les 27 arcs-boutants de la cathédrale. En s'inspirant des statues des rois des cathédrales de Chartres et de Reims, qui sont encore dans leur état du XIIIe siècle, ils font sculpter 28 nouveaux rois. Les travaux sont confiés à des entreprises qui emploient bien souvent des compagnons. Depuis la fin du Moyen-Âge, ces artisans d'élite n'ont cessé de s'organiser et de perfectionner leur savoir-faire. Au-delà de l'expertise reconnue des compagnons, il y avait l'imaginaire que Viollet-le-Duc accordait au compagnonnage en tant qu'héritier de ces confréries de pierreux, de charpentiers qui ont levé Notre-Dame de Paris. L'idée de Viollet-le-Duc, c'est une sorte d'écosystème. Il faut retrouver les techniques antérieures. C'est la seule façon de garantir la survie des édifices. Parce que si on apporte quelque chose d'étranger à la structure initiale de l'édifice, on est sûr d'y introduire un principe de ruine. L'obsession de Viollet-le-Duc, c'est de retrouver, tel un archéologue dans la pierre et ses formes, la logique de l'édifice. Les travaux permettent aux architectes de scruter le bâtiment de fond en comble. La plupart de nos connaissances sur la cathédrale datent de cette époque. C'est Viollet-le-Duc qui a découvert la présence des agrafes de fer du chœur. C'est aussi lui qui nous a permis de connaître la forme originelle des fenêtres hautes de la nef. Mais comment a-t-il fait? C'est un personnage qui a une confiance absolue dans sa raison. Il voit, il déduit. Sa déduction s'appuie sur la découverte des vestiges de petites rosaces. J'ai compris. Nous allons devoir démonter quelques fenêtres. Pardon? Avez-vous remarqué les fenêtres hautes de la nef? Viollet-le-Duc a rapproché cette découverte d'une observation faite sur les fenêtres hautes. Leurs colonnettes ne descendaient pas jusqu'en bas. De cela, il déduit que ces fenêtres étaient plus petites et qu'elles devaient être complétées par des petites rosaces, des oculi, dont il vient de retrouver les vestiges. Peu importe que cette modification ait été faite au début du XIIIe siècle, pour faire entrer plus de lumière. Viollet-le-Duc voulait rétablir l'état primitif du bâtiment. Au fond, sa passion pour Notre-Dame est d'autant plus forte que c'est pour lui un laboratoire pour autant comprendre les principes de l'art gothique que de les révéler à la lumière et au public. Mais rapidement, l'ambition du projet se heurte à la réalité financière et à l'instabilité politique. En 1848, une nouvelle révolution éclate. Mais la République issue des barricades sera éphémère. Napoléon III rétablit l'Empire dès 1852. Le retour des Bonaparte au pouvoir est une bonne nouvelle pour les architectes. La cathédrale du Sacre a les faveurs du nouveau régime.
la carrière de Viollet-le-Duc va décoller. On lui confie la restauration des murailles de Carcassonne. Il construit des flèches sur les tours de la cathédrale de Clermont-Ferrand. Et à Pierrefonds, il relève un château en ruine pour en faire la villégiature du couple impérial. Dans le même temps, la restauration de Notre-Dame se voit allouer 6 millions de francs, 10 fois plus que le budget initial. Viollet-le-Duc et la Sue ont carte blanche. Ils vont intervenir partout. Il a repris les voûtes, il a fait les parements. Il a remis en place un dispositif d'évacuation des eaux, donc les arcs-boutants, les gargouilles. Il a remis ensuite le décor, les trucs qui peuvent paraître un peu superflus, mais des crochets, des fleurons, etc., des pinacles. Viollet-le-Duc a rétabli les fenêtres d'origine au niveau du transept. Il a fait peindre les chapelles, forgé une grille pour le chœur et construit une sacristie, véritable manifeste de ses visions néo-gothiques. Il a repensé chaque détail du décor et du mobilier. Il a fait jusqu'aux objets du culte, les ciboires, les calices. Vous voyez, je pars de la grosse structure et j'arrive à la poignée de porte. C'est ça, l'œuvre de Viollet-le-Duc. Parmi ses chefs-d'œuvre, il y a le reliquaire néo-gothique de la Sainte Couronne, conservé à Notre-Dame. Les principes de prudence et de rigueur qui étaient édictés dans le programme initial ne se retrouvent plus au total dans la réalisation définitive. Comment interpréter cette évolution dans la conception de la restauration? Par la confiance de l'empereur? Par l'expérience acquise? Par la mort de la Sue en 1857, qui laisse Viollet-le-Duc seul aux commandes du chantier? Pour renforcer la rose sud qui menaçait de s'effondrer, Viollet-le-Duc l'a fait pivoter d'un demi-pétale. Moi, c'est ce que j'appelle le délire du système. C'est-à-dire qu'il est sûr de son fait, il est capable de raisonner, mais le délire consiste à nier complètement la réalité existante. Cette rosace avait fonctionné dans cet état-là pendant plusieurs siècles. Pourquoi n'aurait-elle pas pu continuer? La démarche intellectuelle est vertigineuse. Viollet-le-Duc l'a lui-même formulée dans une phrase déroutante et controversée. Restaurer un édifice, ce n'est pas l'entretenir, le réparer ou le refaire. C'est le rétablir dans un état complet qui peut n'avoir jamais existé à un moment donné. C'est vrai qu'en première lecture, ça paraît complètement incompréhensible. On se dit, mais restaurer, rétablir, jamais existé, il y a des choses qui ne vont pas. Et en réalité, pour lui, restaurer un monument, c'est le rendre dans un état idéal. Donc là, on comprend mieux la phrase. Et c'est là où, évidemment, il est un petit peu malicieux, puisque il nous assure que c'est le principe originel qu'il restitue. Donc, Viollet-le-Duc, fort de la science, du savoir, de l'industrie de son temps, s'estime capable de faire mieux que ce qu'avait fait l'architecte médiéval. Malice ou mégalomanie? Viollet-le-Duc s'est représenté en Maurice de Sully, le fondateur de la cathédrale, dans la cour de la sacristie. Persuadé que son imagination n'était que le prolongement de son immense érudition, l'architecte s'est autorisé de pure création. Ses carnets regorgent de milliers de dessins préparatoires, des centaines de gargouilles, toutes singulières. Sur les garde-corps, il a fait sculpter 54 chimères, tout droit sorties de son imagination. On entre dans une partie du cerveau de Viollet-le-Duc qui est tout à fait étonnante. Viollet-le-Duc, tout rationnel, tout positiviste qu'il est fasciné par le monde occulte.
le monde des fantômes. Viollet-le-Duc a exagéré, plus ou moins consciemment, l'idée d'un Moyen-Âge fantastique, grotesque, peuplé de monstres et de créatures. Les chimères étaient invisibles depuis les abords de la cathédrale. Comment expliquer alors l'immense renommée de l'une d'entre elles, un démon mélancolique, le Strige? Ce destin tient aux reproductions de la célèbre gravure de Mérion, réalisée dès 1853, et aux photographies de Charles Nègre et Henri Le Sec. Dès le XIXe siècle, le Strige devient l'emblème de Notre-Dame. Dans l'imaginaire populaire, c'est probablement Viollet-le-Duc qui compte le plus, davantage que le véritable bâtiment médiéval. L'architecte a couvert la cathédrale d'un foisonnement de décors fantastiques qui ont façonné notre vision du Moyen-Âge. Comment ne pas y voir une des inspirations du cartoon, de Disney, ou même de l'héroïque fantasy? Mais c'est dans la flèche que nous avons aujourd'hui perdue qu'on peut lire tout le génie et peut-être la folie du personnage. Jusqu'au 15 avril, peu de personnes pouvaient se douter en voyant cette flèche, en voyant la manière dont elle s'est intégrée à l'ensemble de la cathédrale, que c'était une œuvre du 19e siècle. Ce fut l'intervention la plus spectaculaire. Au début de la restauration, Notre-Dame n'avait plus sa flèche médiévale. Les Parisiens en avaient sans doute perdu le souvenir, car elle avait été démontée à la fin du XVIIIe siècle. On connaissait sa forme, modeste, grâce à de rares dessins. Et c'est cette flèche que les architectes étaient censés reconstruire. Mais Viollet-le-Duc imagine une nouvelle flèche. Elle est 2 fois plus grande. L'architecte veut faire de Notre-Dame le plus haut monument de Paris. C'est pour ça qu'on l'a représenté dans une caricature à charge, avec une énorme tête, un petit corps, une petite cathédrale ridicule dans la main et une flèche qui n'en finit pas. Mais quels matériaux utiliser? En ce milieu du 19e siècle, on est capable de produire de grandes poutres de métal qui offrent de nouvelles perspectives aux architectes. Le métal s'est imposé jusque dans la charpente des vieilles cathédrales, comme à Chartres, victime d'un incendie en 1836. Mais sa flèche, Viollet-le-Duc choisit de la construire en bois, comme on le faisait au Moyen-Âge. Les compagnons charpentiers qui relèvent ce défi utilisent la technique médiévale du trait. Elle permet de visualiser à même le sol la forme et l'emplacement de chacune des poutres. Terminée en 1859, cette prouesse technique culmine à 93 mètres de hauteur, surpassant alors tous les monuments de Paris. Mais pour inscrire définitivement la cathédrale dans le paysage parisien, c'est l'île de la Cité qu'il faut transformer. La capitale est alors en chantier. Les travaux du baron Haussmann détruisent le vieux Paris pour y percer les larges avenues d'une capitale aérée et moderne. Paris se modernise, se démédiévalise, justement, puisque la plupart du bâti médiéval de Paris, tel qu'il pouvait encore subsister ici ou là, disparaît à peu près au même moment. Le quartier même entier qui était sur l'équivalent de notre parvis, Notre-Dame, disparaît littéralement pour faire place à une vaste esplanade qui va, elle aussi, accentuer la perspective et sa monumentalité. Notre-Dame trônera désormais au fond d'un immense parvis. Mais quelle est cette cathédrale? Est-ce encore un édifice du Moyen-Âge? Ou bien celle de Viollet-le-Duc qui s'est représentée sous les traits de saint Thomas, patron des architectes, au pied de sa flèche? La cathédrale du XIIe et XIIIe siècle, elle est vraiment toujours là. Elle est absolument toujours là, partout.
Il faut arrêter de penser que Viollet-le-Duc est un poète médiéviste un peu fou. Pas du tout. C'est un grand maître, Viollet-le-Duc. Il adorait l'architecture médiévale. C'est ça qui compte. La restauration de Viollet-le-Duc vient de son amour de ce qui existait avant. J'aurais aimé que Viollet-le-Duc laisse apparaître un peu plus de l'hétérogénéité et de l'irrégularité de l'édifice. Mais d'un autre côté, si je peux m'exprimer ainsi, je dirais que pour ce qui est du sex-appeal de Notre-Dame, Viollet-le-Duc a évidemment été fantastique. En 1862, c'est cette cathédrale-là qui fait son entrée au classement des monuments historiques. Quand Notre-Dame va être classée en 1862, on va classer à la fois le travail de conservation des siècles et le travail de révélation accompli par Viollet-le-Duc de l'art gothique lui-même. La cathédrale qui entre dans le patrimoine français est un monument hybride. Elle est à la fois l'œuvre des bâtisseurs du Moyen-Âge et la cathédrale idéale d'un architecte du XIXe siècle. « 700 ans après la pose de la première pierre, la cathédrale d'une ville ordinaire est devenue le phare d'une grande capitale. Au XXe siècle, elle fut le témoin des grandes heures de l'histoire de France. Elle a sonné le glas dans les moments terribles. Jour après jour, elle a été le décor de 1000 souvenirs. Elle était l'un des monuments les plus visités au monde. À l'heure du grand chantier de reconstruction, la longue épopée des bâtisseurs n'a jamais été aussi fascinante. Les travaux permettront certainement de nouvelles découvertes. Mais selon quels principes faut-il restaurer? Et quelles traces doit-on laisser de notre époque?